Tonnerre d'applaudissements pour Aurélie Derghini. Bonsoir. Donc quand Léo m'a proposé de participer à cette soirée et qu'il m'a dit qu'elle se déroulerait ici, je l'ai fait répéter. J'ai pas compris, je me suis dit c'est pas possible, j'ai mal entendu. L'opportunité qu'il m'offrait de boucler la boucle. Donc on sait tous ici qu'un recrutement ça change une vie et je vais vous raconter comment un recrutement complètement foireux a changé la mienne ou comment je suis passée de comédienne à recruteuse. Donc il y a 20 ans, je sortais du cours Florent et j'ai écrit une pièce de théâtre avec 4 de mes amies comédiennes, enfin pour 4 de mes amies comédiennes et moi. Donc on démarche, on commence à chercher des salles et miracle, on trouve. La pièce commence à se jouer. On en parle, elle plaît et puis un soir on me dit si vous voulez jouer dans des salles plus grandes, il vous faut un nom sur l'affiche, comprendre quelqu'un de connu. Donc j'ai dit hors de question de changer les comédiennes. Par contre, pour la mise en scène, pourquoi pas? Et puis, il fallait bien déléguer quelque chose. Il y avait 3 fois mon nom sur l'affiche. Écrit par, joué par, mise en scène par. Déléguons donc. On me présente alors quelqu'un de connu. Alors, spoiler numéro 1, connu ne veut pas dire talentueux. Donc, il lit ma pièce, il fait un petit peu évidemment de mansplaining. Alors ta pièce, elle est sympa, tu vois, mais ce qui serait vraiment intéressant, ok, merci, c'est si on en faisait la sienne. Ok ? Donc c'est une pièce de femme, écrite par une femme, mais lui, il sait mieux. Surtout que lui, il est en train de mettre en scène justement une autre pièce avec 4 autres jeunes femmes. Mais elles, tu vois, elles sont connues, quoi. Genre, avec nous, ça va être trop galère, il n'a rien à gagner. Mais moi, j'entends juste opportunité. Donc déjà, l'entretien, il est un peu biaisé, on n'entend bien que ce qu'on veut. Donc j'entends opportunité. Il me dit, bon ok, on y va, on commence à travailler ensemble et on voit comment ça se passe. Alors en termes de closing et d'engagement, je pense qu'on a vu mieux. Le candidat, il vous fait une faveur en acceptant le job. Ok, donc on y va. Moi, j'ai pas voulu voir tous les red flags. Enfin, ce type, c'était même plus des red flags, c'était le drapeau de la Croix-Rouge avec toutes les ambulances autour. Et moi, j'ai tout foutu sur le tapis, donc forcément, on va pas se demander pourquoi on se casse la gueule après. Sur le CV, il était parfait. Il avait le réseau, le nom, les compétences visiblement, puisqu'il était connu dans son milieu, le nom qui fait briller l'affiche, tout. Mais sur le papier, c'était le candidat en période d'essai qui ne s'investit pas, qui a une posture floue et qui laisse tout passer. Donc on se demandait presque ce qu'il foutait là. Ce monsieur, très rapidement, et je dis monsieur parce qu'il avait 40 ans et que j'en avais 23, il commence à me faire des avances. Donc forcément, ah oui, vous, hein, on peut le huer, surtout dans cette salle, ça me fait très plaisir. Donc il commence à me faire des avances. Moi, je suis une jeune comédienne de 23 ans. J'ai écrit cette pièce pour mes amis. Tout le monde compte sur moi. Le rapport de force, il est très clair. Je dis non, je pose mes limites, et naïvement, je pense que ça suffit. Je lui fais lire ma deuxième pièce, parce que j'ai besoin d'avoir un avis. Je n'ai pas déposé le texte, mais j'ai besoin d'avoir un avis professionnel. Alors, me jugez pas trop vite. Hein. J'avais 23 ans, donc mon lobe frontal n'était pas complètement développé, et c'est là où se loge la prise de décision. Donc, je lui fais lire la pièce, il me dit comme d'hab, bon ben, il y a du boulot quoi. Donc, on croit que je le fais trop bosser, il a vraiment pas l'habitude. Mais c'est marrant parce que depuis que j'ai refusé ses avances, on avance vachement moins, pour le coup, au boulot. Et puis un soir, il m'invite à une représentation au Palais des Glaces pour la fameuse pièce qu'il a mise en scène avec 4 filles qui, elles, donc, ont un nom, mon père appréciera. Et là, dans cette salle, ce soir-là, j'étais assise là-haut, au balcon, et de vous en parler, c'est assez ouf. J'étais assise là-haut au balcon et j'ai reconnu des vannes. Mes vannes. Des morceaux choisis de ma deuxième pièce. J'ai entendu les gens rire, j'ai vu les gens kiffer. C'était mon texte qui se déroulait sous mes yeux et je ne pouvais rien faire. J'avais rien déposé. Ce soir-là, j'ai décidé d'arrêter ce métier. Ce soir-là, en sortant, j'ai dit maintenant c'est fini. Alors c'était pas le premier pervers rencontré, hein, dans ce milieu ils sont pléthores, c'était juste celui de trop. Mais par contre, attention, veillons à bien séparer l'homme de l'artiste. Enfin non, pardon, c'était pas ça. C'était not all men. Ah non, c'était pas ça non plus. Ah, c'était MeToo. Voilà. Excusez-moi. Donc quelques mois plus tard, enfin 2 mois plus tard exactement, je rencontre une amie à moi et elle me raconte son glow-up financier.
Elle me dit, je trouve des entreprises qui cherchent des informaticiens, je trouve les informaticiens et je gagne plein de fric. Je dis, ok, ça m'intéresse. Franchement, c'est simple, clair, efficace. Alors, elle me dit, ça va être difficile, ils prennent que des profils sortis d'école de commerce. J'ai jamais compris, hein, les gars. Payer un diplôme d'école de commerce pour faire du cold call, vraiment. Donc, je me suis dit, ok, moi j'ai recruté toute une équipe jusqu'au son, l'ingé son, etc. pour le théâtre, je suis capable de le faire. Et surtout, j'ai démarché la moitié des salles parisiennes, donc je sais faire ça. Elle me dit où ils vont boire un verre après le boulot. Mathieu, que j'ai vu tout à l'heure, c'est exactement ton équipe. Donc, où ils vont boire un verre après le boulot, j'y vais. Elle me présente leur boss. Le mec me dit non. Il me dit, j'ai pas le profil. Ok. J'y retourne. Elle me représente quelqu'un d'autre d'un cabinet concurrent, mais du même groupe. Et là, je décroche un entretien. J'ai tout donné. J'ai préparé cet entretien comme on prépare un rôle. Je me suis mis dans la peau de la meilleure consultante en recrutement qu'il n'aurait jamais vue. Et ça marche. Ça marche, je suis prise et ma carrière dans le recrutement commence. Pour la petite histoire, le manager qui m'avait dit non, je l'ai revu 8 mois plus tard à Londres, c'était la fête du groupe, et il m'a dit « Ah là là, si j'avais su », parce qu'entre-temps, il avait vu mes chiffres. Et je lui ai répondu « Le recrutement, c'est un métier, effectivement ». Donc voilà, cette transition, elle a été simple parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris dans le théâtre me servait. L'écoute active, gérer le ton, trouver la bonne émotion, savoir écouter ce qu'on nous dit, tout ça, je l'avais appris au théâtre. Savoir envoyer la balle, le théâtre, il m'a appris à improviser tout en gardant le fil. Il m'a appris aussi, là par exemple, j'ai modifié mon texte 500 fois, mais vous ne le savez pas. Il m'a aussi appris à pouvoir lire ce que j'avais en face de moi, mais pas avec des biais, effectivement, pas comme j'avais recruté ce fameux metteur en scène. Parce qu'avec ce metteur en scène, j'avais eu le biais de prestige. Le type, il est connu, donc forcément, il sait. Spoiler 2, pas du tout. Le biais de confirmation, j'ai pas voulu voir, j'ai mis sous le tapis tout ce qui me plaisait pas. Et puis le biais de disponibilité, j'avais personne d'autre sous la main. Bref, maintenant, moi, de ces deux mondes, je connais les coulisses. Et j'ai appris que dans le recrutement, chacun joue un rôle. Le candidat qui enfile un costard, alors que d'habitude il passe son temps en short, et puis qui arrive avec ses phrases de « je suis perfectionniste ». Okay. Le recruteur qui vend sa boîte comme un damné, comme si c'était la boîte la plus incroyable du monde, alors qu'il ne peut plus saquer personne. Lui, franchement, et c'est ce qu'on fait un peu tous parfois, il mérite un César. Et moi, là-dedans, j'ai appris que parfois, il faut savoir changer de scène pour garder la lumière. Merci.